Bonjour à tous, hein. On fait le module 2 qui va traiter des tableaux de contrôle qui suivent ceux qu'on a présentés au module 1. Là, la conférence est enregistrée. Vous ne pouvez pas parler, mais vous pouvez poser vos questions-réponses. Et on va essayer d'y répondre évidemment par écrit, mais d'y répondre surtout par oral lorsque on fera des petites pauses. Du coup, on pourra échanger sur les questions que vous avez. C'est bon? On y va, ça commence l'enregistrement. Il n'y a pas de souci, c'est bon. Donc voilà, donc c'est un module d'approfondissement des tableaux de contrôle. Alors d'approfondissement, c'est pas vraiment qu'on approfondit les tableaux de contrôle précédents, mais on va parler des tableaux de contrôle d'analyse des coûts via les TDC et aussi la base de coûts. Ce module est dans un ensemble de modules, hein. Il y en aura un troisième qui sera sur les retours de vos principales erreurs ou anomalies de vos premières validations. Voilà, et donc ce webinaire est enregistré et vous pouvez le retrouver sur le site de la TIH dans quelques jours. Au sommaire de ce module 2, on va rappeler vite le processus qu'on avait déjà présenté en module 1. On va parler de l'analyse des données de coûts. On fera un focus sur la dialyse. Et puis, on analysera aussi les coûts des GHM. Et puis, on parlera de Visual ENC. Donc, en quelques mots de rappel de processus, vous transmettez vos données Arcane sur la plateforme IENC, vous transmettez les données Aramis sur la plateforme IENC, et ensuite vous commandez des tableaux de contrôle, vous contrôlez justement ces tableaux de contrôle, et bien à chaque nouvelle validation, ce sera la même chose. Vous faites un point sur les tableaux de contrôle, notamment les tableaux de contrôle 1, 2, mais aussi les autres, ceux dont on va parler aujourd'hui. Et si les données sont satisfaisantes, eh bien, vous pouvez valider. Sinon, eh bien, vous vous remettez à l'ouvrage pour corriger les anomalies que vous avez identifiées. Sur la plateforme IENC, vous avez un accès rapide à la documentation ENC-MCO et au logiciel, évidemment, pour les télécharger, Arcane Aramis et Visual ENC. Et puis, vous pouvez effectivement avoir toutes les autres documentations, y compris des tutoriels vidéo pour le remplissage du classeur Arcane, et puis toutes les listes qui sont nécessaires en fait à la réalisation de l'ENC. Vous allez donc transmettre les données Arcane Aramis via cette plateforme, sur cette plateforme, en cliquant, en allant récupérer vos fichiers sur votre poste et en transmettant, en appuyant sur les boutons. Transmettre. Vous allez commander ensuite un traitement et puis vous pourrez accéder à vos tableaux de contrôle alors de différentes manières. Soit on a la possibilité d'avoir chaque planche individuellement, soit, donc c'est des planches de tableaux de contrôle, les tableaux de contrôle 1 sont tous ensemble sur la même planche, les tableaux de contrôle 2, etc. Vous pouvez avoir aussi accès à l'ensemble des tableaux de contrôle d'un coup d'un seul en allant chercher le zip qui contient tous les tableaux de contrôle. Et il y a aussi en dernière rubrique tous les tableaux de contrôle qui sont repris dans un classeur Excel, ce qui est bien agréable et facile d'utilisation pour tous ceux qui justement veulent écrire et du coup formaliser un petit peu chaque contrôle qu'ils font. Donc, la liste des tableaux de contrôle, vous la connaissez. On a en module 1, on a fait la rubrique 1, 2 et on en est à la rubrique 3, 4, 5. Donc, on va faire tous les coûts finalement, hein, jusqu'au coût des séjours, avec le coût des consultations, le coût des SMT, des LMLGG, SAC, etc. Et puis en rubrique 6, la dernière rubrique, c'est les tableaux Excel.
Au niveau des tableaux de contrôle, vous savez qu'il y a un guide de tableau de contrôle et c'est bien utile quand même de le parcourir pour chaque tableau de contrôle parce que autant quand on en fait tous les jours comme nous, on a l'habitude des tableaux de contrôle et de ce qu'ils veulent dire, autant vous, c'est vrai que c'est une fois par an et c'est un petit peu plus compliqué de savoir exactement chaque tableau de contrôle à quoi à quoi il se réfère, donc la source, et qu'est-ce qu'on peut en faire. On commence sur l'analyse des données de coûts avec les sacs. On a plusieurs tableaux de contrôle de la planche 5. Le premier tableau de contrôle 5.1 et tous les 1, en fait, c'est les coûts unitaires. Donc là, c'est le calcul du coût journalier des sacs. Et ce calcul de coût journalier des sacs, eh bien, évidemment, c'est le rapport entre des charges et un nombre de journées. Donc, le total des charges plus LM, on retient, et le nombre total de journées issues du PMSI et de votre lien UMSA. Donc, c'est finalement votre source du nombre de journées, c'est votre M12. Et puis, vous avez lié votre M12 au SAC, et donc, dans vos sacs, vous avez un nombre de journées qui provient de votre PMSI. Le total des charges nettes plus LM est issu de votre ventilation que vous avez fait en onglet 3SA et de votre onglet setlog dans lequel vous avez réparti votre logistique médicale. Donc là, par exemple, on voit que l'unité d'hospitalisation temporaire service de porte, donc un UHCD, il y a un total de charges nettes cette année, plus LM, de 594 528. Il y avait sûrement donc un nombre de journées, parce que là, on ne l'a pas, de X, on va dire, qui est issu de votre M12, et ça a donné un coût journalier de cette UHCD de 396 €, alors que l'année dernière, il y avait 331 € en coût journalier. On va avoir aussi donc le N, coût journalier de N, le coût journalier de N-1 et le coût de la référence. Et puis un écart, une évolution NN-1 du coût journalier et un écart à la référence de ce coût journalier. Voilà ce tableau de contrôle 5.1. Alors évidemment, il se réfère, il prend sa source au niveau des charges net plus LM dans d'autres tableaux de contrôle ou d'autres, dans Arcane en l'occurrence là. Donc dans l'onglet 3SA, en bas de feuille, on a pour chaque section les charges moins les produits qu'on a imputés sur cette section. Et ça vient de là, donc, ces charges nettes. Ça peut venir aussi, c'est la même chose que ce que vous avez en onglet 4, produits, qui est du coup en bas de feuille. Pareil, vous aurez les charges imputées en 3SA décomposées au niveau des produits et des charges en poste. Et puis donc ensuite, on ajoute à ces charges nettes ce qui a été ventilé en logistique médicale sur cette même section. Là, en onglet setlog, il y a eu en fait une décomposition pharmacie, stérilisation, génie biomédical, hygiène hospitalière et puis haute logistique éventuellement. Il y a eu donc du coup des clés qui ont été ventilées sur cette section, ce qui a généré un montant ventilé. Et là, on a en LM Pharmacie, sur cette SAC, 219 000, juste revenir en arrière, 219 000 €, en ST 4 000 €, en logistique génie biomédical 2 000 € et en hygiène hospitalière 19 000 € qui ont été ventilés sur cette SAC de chirurgie générale mutualisée HC. Ce qui fait 245 000 € qui ont été ajoutés aux 2 360 000. Alors, la spécificité dans le MCO, c'est que les SAC vont avoir le total des charges nettes ventilées sur la SAC, mais auquel on va déduire un certain nombre de charges médicales qui sont facturées en sus du GHM. Du coup, on a les spé-pharma facturables en sus, on a les produits sanguins labiles et on a les prothèses facturables en sus, les DMI facturables en sus, qui sont déduits de ce coût journalier. Alors,
évidemment parce qu'ils ne font pas partie intégrante du coût journalier. En tout cas, on ne peut pas les prendre comme tels, puisque c'est plutôt variable d'une année sur l'autre, cette refacturation possible. Là, au total, on a donc les 2 106 000 euros, par exemple, pour la chirurgie générale, cette SAC qu'on a pris en exemple, et on les retrouve dans le tableau 5.1 au niveau du total des charges plus élèves. Au niveau de l'activité, donc du nombre de journées PMSI, on va retrouver le nombre de journées qui est pris en compte dans le tableau de contrôle 5.2 d'évolution de l'activité entre 2021 là, et 2020, entre N et N-1. Donc, on retrouve le coût journalier dans notre tableau 5.1. Les composantes du coût journalier sont donc les suivantes. On a les charges nettes qui ont été ventilées en onglet 3SA, moins les exclusions de SPE Pharma facturable en sus, de DMI facturable en sus et de PSL, tout ce qui est en su. La prise en compte, évidemment, des SPE Pharma non facturables en sus et de toutes les autres charges médicales, les DMI non facturables en sus, qu'elles soient suivies au séjour ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, on ne retire pas pour le calcul du coût journalier ce que vous suivez au séjour. Là, il s'agit d'un coût journalier, y compris ce qui est suivi au séjour. Donc, c'est évidemment pas celui qui sera utilisé pour la valorisation des séjours, puisque dans la valorisation des séjours, on va d'abord affecter au séjour ce que vous avez suivi au séjour, et ensuite de quoi on va reprendre le coût journalier net de tout ce qu'on a déduit. Dans le classeur, dans le zip, vous avez des fichiers d'ATP qu'on vous demande de remplir, vous savez, et qu'on intègre d'ailleurs dans notre rapport de supervision. Et dans ces fiches d'ATP, il y en a une donc pour les SAC, sont retenus en ATP tous les coûts journaliers de SAC qui sont en écart de plus ou moins 50% avec la référence, les coûts journaliers qui seraient en écart de plus ou moins 40%, supérieur à 40% jusqu'à 50%, mais qui auraient aussi un écart de plus ou moins 30% avec l'année précédente. Et puis les stacks de moins de 100 journées. Donc si les SAC représentent moins de 10% des dépenses des SAC, dans votre tableau de contrôle 5.1, ils seront surlignés en jaune, ces coûts en atypie. Et si les SAC en atypie représentent plus de 10% des dépenses des SAC, alors ce sera surligné en orange. C'est ce qui vous permet d'avoir un petit peu une graduation dans l'atypie. Tous les tableaux 5 qui suivent, du coup les tableaux 5.5, les tableaux 5.6, les tableaux 5.7, détaille en fait alors, il me semblait qu'on avait d'autres choses entre-temps, Nathalie. Il n'y a pas le 5.5 et le 5.6, ouais, voilà. Et le 5.5 aussi, voilà. Donc, tous les tableaux 5 qui suivent, en fait, décomposent ce coût journalier. Donc, on a un coût journalier global qui fait X euros. Et après, on va avoir du coup une décomposition en postes, charge de personnel, charge médicale, et puis charge... et autres charges. Voilà, mais c'est le slide d'avant, non? En fait, on l'a passé, voilà. Ah, pardon. Il y a un 5.4, du coup, voilà, qui compare, du coup, qui décompose le coût par jour. Donc là, si on reprend notre SAC chirurgie générale, unité mutualisée HC, on a 352 euros de coût journalier qui se décompose en 272 euros de coût de charge de personnel par jour, 37 de charges médicales et 43 d'autres charges ELM. Et du coup, ça, pour cette SAC qui a ce coût journalier qui passe de 311 à 352, on peut, comme ça, cibler sur quoi porte l'écart d'une année sur l'autre. La même chose avec la référence, on a. Donc après,
Donc là, c'est pareil, mais avec la référence. Donc, si on reprend ce même chirurgie générale à 200 à 300 et quelques euros, on avait 272 de charges de personnel en N et la référence est à 368. On voit qu'on n'est pas très loin en fait de la référence en charge de personnel. Et puis, on a 37 euros par jour de charges médicales contre 33 pour la référence. On n'est pas très loin. Et puis, on a par contre 43 euros dans notre coût journalier qui concerne les autres charges et charges de LM contre 10 euros seulement pour la référence. Donc là, on a une trentaine d'euros d'écart. Peut-être que là, on peut essayer de décortiquer pourquoi on est plus coûteux en autres charges et charges de LM. Voilà, c'est un petit peu ça. Ensuite, on zoome. Donc, avec les 5.5, 5.6 et 5.7, on va zoomer sur les tableaux de contrôle 5.5 sur les charges de personnel. Donc, qu'est-ce qu'on a en charge de personnel en N et qu'est-ce qu'on avait en décomposition des charges de personnel en N-1, en PM, PS, PA. Et là, on va recibler encore entre N et N-1, qu'est-ce qui a évolué? Donc, on aura toute la mesure, en fait, enfin, tout le focus, en fait, de ce qu'il faut regarder pour analyser l'évolution de son coût ou l'écart à la référence. Donc, les 5-6 après, qui sont sur les charges médicales. Donc là, on a toute la décomposition des charges médicales, les spé-pharma, les consommables médicaux, les DM, etc., d'une année et de l'année N-1. Voilà. Et on va pouvoir cibler de la même façon sur les autres charges et charges de LM en décomposant du coup quelles sont ces autres charges et charges de LM, donc en coût de pharmacie, en coût de ST, etc. Sur quoi porte l'évolution NN-1. Donc, une fois qu'on a notre tableau 5.1 de SAC, avec, on voit des évolutions de coûts journaliers, des écarts à la référence de coûts journaliers, alors on a les tableaux qui suivent qui vont nous expliquer sur quoi porte cet écart en principal. On va s'attacher surtout aux écarts majoritaires, évidemment. On passe la diapo d'après. La diapo d'après, sur les sacs de réanimation, on fait un petit focus là parce qu'il y a un tableau de contrôle particulier pour le calcul du coût de l'oméga. On a le tableau 5.8 qui va nous donner deux éléments assez fondamentaux pour catégoriser en fait les sacs de réanimation, le nombre d'oméga par jour et le coût de l'oméga. Donc, le nombre d'oméga par jour est calculé en prenant le nombre d'oméga que vous avez déclaré dans votre fichier 5 ou qui a été calculé en automatique. Donc là, par exemple, pour la réanimation médicale et polyvalente, on a 86 612 oméga calculés. Et on a un nombre de journées issu de votre M12 qui est de 902 journées dans cette sac de réanimation. Ça va nous faire un nombre d'oméga par jour. Donc là, vous allez pouvoir avoir l'évolution du nombre d'oméga par jour d'une année sur l'autre. Et puis, après, il est calculé le coût de l'oméga. Le coût de l'oméga, c'est le rapport entre les coûts des personnels qui sont imputés, donc personnel soignant, personnel médicaux, et la permanence des soins, qui sont imputés sur la SAC de réanimation, divisé par le nombre d'oméga. Et donc, on va avoir là un coût d'oméga qui va pouvoir être comparé d'une année sur l'autre et avec la référence. Du coup, c'est quand même assez important de croiser ces deux indicateurs, nombre d'oméga par jour et coût de l'oméga, pour avoir une bonne analyse de l'évolution d'une unité de réanimation. Au niveau maintenant, alors avant de passer au SMT, est-ce que vous avez des questions? Je vois que dans Q&R, il n'y a aucune question. Est-ce que vous avez des questions sur les sacs? Est-ce que vous voulez approfondir quelque chose? Ah, très bien. Donc, les DMI non refacturables suivis au séjour sont intégrés au coût journalier des sacs, oui. Puisque ces DMI doivent être affectés au SAC dans Arcane et pas au SAMT.
et pas au SMT. Oui, on a d'abord une affectation sur les sacs, autant qu'on peut, si on les suit au séjour, et ensuite au SMT si on ne peut pas faire autrement. Il me semblerait plus logique, donc c'est la personne écrit, il me semblerait plus logique de pouvoir affecter ces DMI au SMT pour ne pas surcharger le coût journalier avec des dépenses davantage liées à la prise en charge interventionnelle. La règle d'imputation des DMI au SAC est-elle toujours obligatoire en 2022? La réponse est oui pour l'instant. On a eu beaucoup cette question au cours des siècles. Et en fait, on a pas mal réfléchi à la question. Mais pour l'instant, on a une affectation principale quand même en prioritaire au SAC, dès lors qu'on suit le DMI, le DMI, qu'il soit facturable en sus ou non d'ailleurs, au séjour. Ça pourrait changer. Sachant que, comme tu le disais tout à l'heure, ça c'est pour la présentation du coût journalier des sacs en tableau 5.1, mais que de toute façon, dans la prise en compte du coût du GHM, on aura bien déduit des sacs ce qui est suivi au séjour dans la prise en compte des coûts d'hospitalisation. Ah, mais je ne peux pas l'envoyer ma réponse. Ah, je n'ai pas cliqué. Envoyer, boum, voilà. On passe du coup à l'analyse. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe en analyse des SMT. De la même façon, évidemment, que les sacs, on va avoir des tableaux de contrôle 6.1 qui vont donner les coûts journaliers. On l'a dans les slides suivants. 6.2, comme 5.2 pour les sacs, c'est l'évolution de l'activité. Donc là, c'est l'évolution de l'unité d'œuvre qui va être fonction de la SMT, qui va être dans les tableaux 6.2. Donc, dans le 6.2, il y a le mode de fonctionnement, parce que vous avez paramétré en fait vos SMT dans Arcane avec un mode de fonctionnement interne, en sous-traitance, etc. Il y a la nature de l'unité d'œuvre qui est saisie sur les 2 années consécutives, année N-1, le nombre d'unités d'œuvre que vous avez déclaré dans l'onglet DA d'Arcane. Donc, c'est le nombre total qui apparaît en haut de l'onglet DA, enfin, en haut des décompositions de consommation par consommateur, par type de consommateur, qui apparaît dans ce tableau 6.2. Et évidemment, le nombre du haut qui avait été déclaré en année N-1, et puis l'évolution entre N et N-1. Donc là, par exemple, on est en bloc chirurgie générale, on a paramétré l'ASMT en interne, on a un autre paramétrage du type de l'ASMT qui est possible en ambulatoire ou non ambulatoire, uniquement pour les blocs, on pourrait paramétrer en ambulatoire. Ici, on a paramétré en non ambulatoire et en mode de fonctionnement interne. On a paramétré une unité d'œuvre, l'ICR, ce qui est l'unité d'œuvre évidemment préconisée pour un bloc opératoire, sauf pour le bloc robot, où on vous propose 2 types de blocs robots, celui qui intègre la machine et le personnel, et pour tous les coûts en fait de ce bloc robot, et pour lesquels vous allez paramétrer en ICR comme les autres blocs, parce que tous les moyens sont inclus dans ce bloc, et un bloc robot machine uniquement, dans lequel il va y avoir uniquement les coûts de machine, et le parcours va être de passer par ce bloc. Donc l'UO va être le passage, mais va aussi passer dans le bloc opératoire multidisciplinaire ou bloc opératoire des ORL ou je ne sais quoi, quel bloc, qui a du coup été utilisé, puisque dans ces cas-là, on imagine que le bloc est sur des roulettes, que le bloc robot est sur des roulettes et qui peut se déplacer d'un bloc à l'autre. Et en tout cas, dans ce bloc robot machine uniquement, il n'y aura pas de personnel dedans. Donc, la plupart des blocs, quand même, c'est en ICR. Là, on aura, du coup, on a 2 millions d'ICR.
qui sont reportés dans ce tableau de contrôle 6.2. En tableau de contrôle 6.3, on va avoir une répartition, la répartition des consommations d'unités d'œuvre par type de consommateur. Donc finalement, on va avoir les consommations d'ICR là sur les séjours d'hospitalisation, donc en MCO, par les consultations et soins externes en MCO, mais il peut y avoir aussi des consommations de SMT dans d'autres champs, SSR, PSY, du champ sanitaire que vous avez dans votre établissement, ou bien un autre consommateur qui va être donc dans l'onglet DA intitulé autre activité en fait. Donc là, le nombre d'unités d'œuvre produites est décomposé dans l'onglet DA et on retrouve cette décomposition dans ce tableau de contrôle 6.3, ce qui permet de regarder l'évolution dans un tableau dédié 6.3.1 et 6.3.2, l'évolution par type de bénéficiaire entre N et N-1. Comme pour les sacs, donc on a un tableau de contrôle pour les SMT qui s'intitule 6.1 et qui analyse le coût unitaire de chaque SMT que vous avez paramétré. On a donc dans ce tableau le type de SMT, le mode de fonctionnement et la nature du haut qui sont de nouveau mentionnés. Puis le total des charges nettes plus LM, comme pour les sacs, calculé de la même façon en ajoutant du coup à l'onglet 3SA, au total de l'onglet 3SA de la section, les charges de LM qui ont été consommées par la section et divisé par le nombre d'unités d'œuvre qui auront été déclarées en onglet DA. Là, c'est le nombre total d'unités d'œuvre produites, je rappelle, pas uniquement le nombre d'unités d'œuvre du champ, c'est toutes les unités d'œuvre. Il y a un autre tableau de contrôle qu'on a vu dans le module 1 qui permet de contrôler le nombre d'unités d'œuvre que vous avez déclaré en onglet DA pour le champ MCO hospitalisé par rapport à ce que vous déclarez sur Aramis en fichier 3 Aramis. C'est pas la même chose en fait. Donc là, comme pour les sacs, pour les SMT, on a un détail ensuite. En tableau de contrôle 6.5, on compare la décomposition des coûts unitaires entre N et N-1, donc par poste, personnel, charge médicale, autres charges GLM. On compare de la même façon l'évolution des charges médicales avec les tableaux 6-7 et en 6-8 l'évolution du coût de chaque SMT des autres charges plus LM. On a exactement la même décomposition possible et à la fin un tableau CSV, un fichier CSV qui vous liste les différentes atypies des SMT. Donc, qu'est-ce qui va ressortir en atypie et donc être surligné de couleur? Les coûts unitaires de SMT en écart de plus ou moins 50% par rapport à la référence. Les coûts unitaires en écart entre 40 et 50%, mais qui auront aussi un écart de plus ou moins 30% avec N-1, et les SMT qui auront moins de 100 unités d'œuvre. Donc, souvent apparaissent les robots, justement, avec peut-être un nombre de passages de moins de 100. Voilà, il y a certaines fois, les explications sont simples, en fait, à apporter aussi sur ces atypies. C'est pas forcément des anomalies, c'est bien des atypies. Donc, pareil, avec un code couleur, en fait, jaune-orange, en fonction du poids, finalement, de cette atypie par rapport à toutes les SMT. Alors, on fait un petit exemple là sur le bloc ORL, donc paramétré en interne avec un ICR. On voit que c'était l'ICR aussi en 2020. La nature d'unité d'œuvre attendue est bien l'ICR. On est donc nickel. On a une variation du haut
qui est pas importante, puisqu'on avait 824 000 ICR en 815 en 2020 et 824 000 à mon avis, c'est 2022, à gauche, 815 000. On avait un nombre d'unités d'œuvre en 2021 de 824 648, donc une évolution en baisse en 2022 de moins 1%. L'activité donc est à peu près stable. On a dans le tableau de contrôle 6.1 le bloc ORL, on a toujours le mode de fonctionnement, la nature du haut, et là on a le total des charges, net plus LM, et là on voit qu'en 2022, donc là il y a eu une sorte de truc, en tout cas celui de gauche c'est N, et la colonne d'après c'est N-1, donc en 2021, 3 740 000, contre 3 90 000 en N-1, et donc une évolution de 21% des charges, ce qui fait que le coût unitaire passe de 3,75 à 4,59. Donc là, on cible tout de suite que l'écart, c'est l'évolution du coût unitaire, c'est l'évolution des charges imputées. Donc on va aller chercher du côté des charges. On aurait pu effectivement avoir une évolution de l'activité qui nous entraîne une évolution du coût unitaire. Mais là, c'est l'évolution des charges. Là, du coup, on va regarder les tableaux de contrôle en conséquence, donc les tableaux de contrôle 6.5, 6.6, 6.7, pour aller cibler sur quelle charge l'écart porte. Donc là, on voit que le coût unitaire de 4,59, il se décompose en 2,7, c'est les charges de personnel, contre 1,9 en N-1, donc avec une hausse de 38%. Les charges médicales s'établissent à 1,6 € contre 1,5 en N-1, donc quasiment pas d'évolution. Et les autres charges, les charges de LM, à 0,3 €, identiques à N-1. Donc là, pas d'évolution non plus. Donc finalement, l'augmentation du coût unitaire de 2021, qui était issue de l'augmentation des charges imputées, finalement, porte surtout sur les charges de personnel. Donc ça augmente de 0,8 le coût unitaire. Après, on peut aller creuser davantage pour savoir quelles sont les charges de personnel, PS, PM, PA, qui sont responsables de cette augmentation de plus 0,8 €. Et là, on va aller regarder dans les tableaux plus précis qui suivent. Donc là, la hausse des frais de personnel est principalement due aux charges de PS, on le voit. Le coût des PS passe de 1,3 en 2020 à 2 € en 2021, ce qui fait plus 0,7. Ça nous explique 0,7 sur 0,8 d'augmentation. Donc, on est à peu près sûr que c'est les charges de PS qui ont augmenté. Donc, c'est ça, en fait, qu'il va falloir, du coup, après, analyser. On ne peut pas se contenter de dire que c'est à cause des charges de PS. Il faudrait savoir pourquoi, en fait, les charges de PS du bloc ORL ont augmenté entre N et N-1. Voilà. Donc là, après, on va aller voir les charges nettes de PS, onglet 4 produits, ne concernent que des PS salariés, oui. Et ça concerne 2 € à peu près par ICR. Donc là, je ne sais pas pourquoi on revient en arrière. C'était juste parce qu'on voulait faire le focus sur le fait que les PS pouvaient être des PS externes ou des PS salariés, que dans le tableau concerné 5, quand on parle PS quel que soit le mode de rémunération. Oui, parce qu'on parle d'un poste, en fait, de charge et non pas de personnel salarié ou en sous-traitance ou en intérim, par exemple. Donc, c'est la globalité. Là, on va peut-être passer, c'est pas la peine de Après, on attaque les LM. Après, on attaque les logistiques. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur les SAMT?
Je vous laisse me dire parce que je vois pas Non, trop. il n'y a pas de question. En fait, il n'y a eu qu'une question du coup qui était effectivement entre les SAC et les SMT, c'était sur les imputations. Ouais, Mais du coup, on a répondu tout à l'heure. ok. Y aller. Donc, je reprends la main sur la suite de l'intervention où on va parler des logistiques. On va parler un petit focus sur les établissements qui ne font que l'EMC de dialyse et sur les tableaux de contrôle dont on dispose sur les GHM. Donc, sur les analyses de coûts unitaires de logistique, que ce soit les LM, les LGG ou les structures immobilières et financières, on a un petit peu insisté déjà dessus sur le webinaire 1, mais ça va faire le lien avec ce qu'on s'est dit en webinaire 1, où j'avais un petit peu insisté en vous disant attention, il y a des tableaux sur la phase 5 de Arcane qui vous détaillent les charges que vous déduisez au titre des budgets annexes et des activités subsidiaires. Et ces charges que vous déduisez en phase 5, il est important que vous les ayez bien contrôlées et validées tant au regard des activités subsidiaires que des natures de charges, donc en montant, mais également en nature de charge et sur quelle section vous les déduisez, puisque ce qui est déduit en phase 5, on ne le retrouvera pas dans le détail des coûts unitaires de vos sections de logistique. Donc, de la même façon qu'on a eu les tableaux 5.1 sur les coûts unitaires de SAC, les 6.1 sur les coûts unitaires de SAMT, on a les 8.1 sur les coûts unitaires de logistique. Et exactement de la même façon, on va avoir donc des charges nettes. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas des charges nettes de charges suivies au séjour, puisque étant sur des logistiques, on ne peut pas avoir des charges suivies au séjour sur les logistiques, mais c'est bien des charges nettes au sens où on va retenir les totaux de charges imputées en onglet 3SA sous déduction des produits mis en atténuation, donc ce qu'on retrouve dans l'onglet 4 de Arcane, et également sous déduction donc des charges qui ont été déduites en onglet 5 au titre des activités subsidiaires, des budgets annexes et depuis l'année dernière des MIG et des montants hors études. Donc, quand vous avez les charges qui sont dans ce tableau 8.1, celles qu'on retrouve dans le tableau de l'exercice, il faut bien penser que vos charges sont sous déduction des montants qui sont déduits au titre de ces activités. Donc, s'il y a des croisements, s'il y a des mauvaises déductions sur des logistiques non concernées, vous pouvez, alors que votre ventilation en phase 3 est correcte, vous pouvez avoir un coût net sur la section qui sera faux parce que vous allez avoir déduit de, je sais pas, de la LGG SACG au lieu de la LGG AGM ou peu importe. Et ça peut faire des variations vraiment significatives. Donc après, le coût unitaire est calculé exactement de la même façon que pour les SAC et les SCNT, c'est-à-dire qu'on prend ce montant de charge nette qu'on divise par un nombre duo. Donc, le nombre duo qui est retenu, c'est le nombre duo total déclaré en onglet 7. Donc, il est important qu'en onglet 7, vous ne déclariez pas les UO des activités subsidiaires, puisque, je viens de le répéter, les charges en onglet 5, les charges des activités subsidiaires ont été déduites. Donc, si vous déclarez dans la ligne, par exemple, autre hors études ou je ne sais quoi en onglet 7, des UO en pensant aux UO des activités subsidiaires, vous allez déduire des charges, vous allez sortir des coûts de l'étude des charges de logistique alors qu'elles ne figuraient déjà plus dans vos coûts de LM. Donc ça, c'est un classique qu'on a sur, par exemple, les établissements qui ont des budgets annexes, d'oublier de ne pas décompter les UO de restauration ou de blanchisserie des budgets annexes. Donc vraiment, pensez voilà, bien à le faire parce que vous déduisez sinon 2 fois les coûts. Depuis l'année dernière, on a certaines MIG et certaines activités spécifiques pour lesquelles il n'est plus possible d'affecter en onglet 3SA des charges directement sur les MIG. Donc, ces charges-là, il faudra que vous pensiez à les déduire dans votre onglet 5, puisque c'est à ce niveau-là que ça va se faire avec une ouverture
de ces comptes sur la phase 5. Donc, les charges nettes, de la même façon qu'on l'avait sur les SAC et les SAMT, on retrouve en bas de l'onglet 3SA les montants de charges nettes, charges moins produits déduits. Donc ici, on est dans un cas où on a en charge nette sur une activité de service hôtelier 3 421 000 euros. Et on voit qu'en onglet 5, au titre des activités subsidiaires, dans les prestations usagers et accompagnants, on est venu déduire 6 000 euros de charges de PA sur cette logistique. Donc, il semble assez cohérent que sur les prestations usagers et accompagnants, on ait des coûts de service hôtelier. Par exemple, si on a des lits accompagnants, c'est en général la section de service hôtelier qui va s'occuper de ça, donc la déduction semble correcte. Et donc, on va retrouver, donc on avait 3 421 moins 6 000. Donc, on retrouve bien en onglet 7 champs ce montant de 3 421 moins 6 000, puisqu'on a en charge nette à répartir issu de l'onglet 7 3 415 000. Donc, on retrouve bien ce montant-là. Et donc, selon les natures de clés, on va avoir une ventilation à partir donc là, en l'occurrence, je suis sur du service hôtelier. Donc, la ventilation va se faire au mètre carré sur les champs concernés. Donc, je retrouve sur le coût de ma logistique mes 3 421 de charges nettes, moins les 6 000 qui ont déjà été déduits. Ça me donne mes 3 415. Et je vais avoir donc divisé par le nombre total de mètres carrés déclarés sur mon onglet 7. On va retrouver ainsi la variation, donc dans mon tableau 8.1, la variation de mon nombre d'unités d'œuvre, qui là en l'occurrence a baissé d'un tout petit peu. J'ai un nombre de clés qui passe de 19 691 à 19 629. Donc mes clés sont quasiment stables. Par contre, mes charges ont augmenté de 10%, passant de 3 93 000 en N-1 à 3 415 000. Donc, mes unités d'œuvre étant quasiment stables et mes charges augmentant, j'ai un écart de mon coût d'unité d'œuvre d'à peu près 11%, 10,8%, 11% entre N et N-1. Avec, pour les logistiques, donc pour les SAC et les SAMT, on a un coût de référence avec un coût de référence unique, qui est bien sur 2 bases d'échantillons, public-privé. Sur les logistiques, on n'a pas une seule référence, on a des quartiles, on a une médiane et des Q1 et des Q3. Donc là, je vois qu'avec mes 174 euros de coût unitaire de ma logistique de service hôtelier, je suis un petit peu élevé en montant, puisque je suis en deçà du dernier quartile qui est à 156 euros si vous avez du mal à lire. Je profite du fait qu'on soit en train de parler des mètres carrés sur les logistiques déclarées en onglet 7. Attention, c'est encore le cas cette année, les mètres carrés déclarés en onglet DA sur les sections sont les bienvenus mais restent facultatifs. Et surtout, si vous les avez renseignés en onglet DA, ils ne se reportent pas automatiquement en onglet 7. Donc pensez à ce report si vous avez complété l'onglet DA en totalité. Donc, l'évolution des coûts unitaires des sections de logistique provient donc, comme je vous l'ai répété tout à l'heure, des évolutions de charges, mais également des évolutions de déduction sur les différentes sections dans l'onglet 5. Donc là, on vous a rappelé le tableau de contrôle dont vous disposez alors, on en a vu un certain nombre dans le webinaire 1 et on a dans les tableaux de contrôle 8 également cet impact des déductions où on va retrouver les différents montants. Donc, on voit ici que, par exemple, sur ma section de service hôtelier, j'ai déduit, l'établissement a déduit 30 000 euros de moins
sur la section de services hôteliers qu'il n'en avait déduit au titre des budgets annexes et des activités subsidiaires l'année précédente. Donc là, je vous renvoie au module 1, où là, les tableaux du module 1 étaient détaillés par type de produit. Là, on a les déductions, le total des déductions par section de logistique, et dans les tableaux qu'on avait vus l'autre fois liés à l'onglet 5 de Arcane, on avait cette fois-ci un détail par type d'activité de budgets annexes et d'activités subsidiaires. Donc, on a également d'autres vérifications que le coût unitaire sur les logistiques. Donc, comme pour les sacs, comme pour les SAMT, où on doit vérifier que la nature du haut est correcte, on doit avoir donc des natures du haut correctes, cohérentes par type de logistique. Pensez bien, si vous n'utilisez pas les UO préconisés, de modifier le libellé de l'UO pour indiquer la nature du haut que vous suivez et indiquez-le bien sur les deux champs. C'est pareil, ce que vous indiquez sur l'onglet 7 champs ne se reporte pas en onglet 7 log, donc soyez vigilants là-dessus. Et il va donc y avoir, nous on fait un certain nombre de contrôles de cohérence au travers des évolutions de nombre du haut. Il a été ajouté dans les dernières années un contrôle de cohérence supplémentaire sur les UO de blanchisserie et de restauration. Donc ces tableaux sont utiles, mais il faut que vous ayez renseigné le détail du nombre d'UO de blanchisserie et de restauration sur l'onglet 7 log et pas uniquement en onglet 7 champs. Et on va pouvoir avoir ainsi les consommations du haut sur chacune des sacs que vous aurez renseignées. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que sur les repas, on ne décompte que les repas principaux, c'est-à-dire les repas de midi, les repas du soir et les collations en ambulatoire. Donc, on ne compte pas les petits déjeuners, on ne compte pas les goûters, on ne compte pas les repas au personnel, on ne compte pas les repas accompagnants, puisque théoriquement, les coûts des repas accompagnants ont été déduits dans l'onglet 5. C'est ce qui fait que quand vous complétez cet onglet, cette log, on est amené à vous poser des questions quand on voit qu'il y a plus de 2 repas par sac. Alors on sait que certains établissements nous expliquent qu'en fait il y a des livraisons de repas avec une petite marge d'erreur sur les repas imprévus ou les repas commandés et le patient parti plus tôt, etc. Mais on est assez vigilant sur ces marges d'erreur de façon à avoir un coût unitaire du repas et un coût unitaire de la logistique qui soit correct. De la même façon, sur la blanchisserie, si vous suivez l'UO préconisé kilos de linge, si vous renseignez les données, on va pouvoir porter un avis sur le nombre de kilos de linge par section. C'est les deux seules unités où on a des coûts unitaires, où on a des tableaux de contrôle sur les unités par journée, par UO de la SAC. Mais ça n'empêchera pas votre superviseur de vous poser des questions sur les variations des unités d'œuvre, notamment par exemple sur la logistique DIM. On va vous rapprocher ça souvent par rapport aux entrées ou par rapport au volume d'entrées et de consultations que vous avez déclarées par ailleurs pour s'assurer que les UO renseignés sont conformes. Je vais passer aux consultations et soins externes, sauf à avoir des questions. OK. Donc, sur les consultations et soins externes, enfin, les consultations externes, pardon. Excuse-moi, Nathalie, je n'ai pas réagi tout de suite, mais j'ai une question. Je n'ai pas bien compris le problème des charges de LGG non affectables au MIG en 3SA à déclarer en phase 5. Serait-il possible de revenir sur la diapo? Donc, il faudrait revenir en fait sur l'onglet 5. Alors, il n'y avait pas de diapo vraiment, mais Ouais, il n'y avait pas de parler. diapo parce que je crois qu'on n'en a pas. En fait, Non, c'était sur le module 1 qu'il y avait. ouais, c'était sur le module 1. Avant, vous aviez en onglet 3SA pratiquement un certain nombre de comptes de charges ouverts à ventilation directe sur les MIG. Certains de ces comptes sont maintenant fermés à la saisie en onglet 3SA sur les MIG.
Donc, vous devez les ventiler sur la logistique sur lesquelles vraisemblablement le plus fréquemment ils sont à ventiler. Mais par contre, en onglet 5, vous allez pouvoir les sortir de cette logistique où vous les aurez ventilés pour l'imputer sur la MIG qui est concernée par le coût. Donc, le coût sera déduit de votre charge de logistique et reviendra bien sur les MIG au titre des charges indirectes de MIG ventilées en onglet 5. Est-ce que ça répond à la question? Donc, du coup, Oui, on en a une fait, double je crois application. que ça, c'est dû en fait au classeur fusionné avec des règles pour le RTC qui sont différentes de l'ENC. Et donc, du coup, effectivement, sur l'onglet 3SA, certains postes de charge ne pouvaient plus être imputés directement sur les sections de MIG et autres activités hors champ. Et donc sont imputés via la déduction finalement en onglet 5, quoi. C'est vraiment lié au classeur fusionné, ça. Et c'est pour ça que le classeur, enfin l'onglet 5 a changé l'année dernière, c'est-à-dire qu'avant, sur les déductions des logistiques, vous aviez uniquement la possibilité d'imputer sur les charges de personnel par catégorie, plus une section autres dépenses, et que maintenant, on retrouve justement en plus des lignes avec des numéros de compte correspondant à ces numéros de compte qui ont été fermés à la saisie directe en MIG. Donc là, pour l'établissement concerné, n'hésitez pas, quand vous êtes sur cette problématique entre la phase 3 et l'onglet 3 et l'onglet 5, à revenir vers votre superviseur pour vraiment être clair sur le traitement, il n'y a pas de souci. Alors, je reviens sur les consultations. Donc, sur les consultations qui sont donc les consultations externes, donc ça me donne l'occasion rapidement de faire un petit point qu'on reprécisera peut-être plus dans le webinaire 3 sur ce que l'on attend en consultation externe par rapport aux soins externes. C'est-à-dire que normalement, dans la section consultation externe, on ne doit avoir que des consultations et pas une activité de soins externes. L'activité de soins externes, ça va être une activité qui va consommer des plateaux techniques et ça a été l'objet des entretiens préalables avec vos superviseurs, où justement on a essayé au cours de ces entretiens de faire le point avec vous pour savoir ce que vous aviez comme activité externe, si ces activités étaient réalisées sur des plateaux, si ces plateaux étaient identifiables ou si ces plateaux étaient communs avec d'autres plateaux déclarés sur des SAMT. On vous demandait alors si les soins externes étaient réalisés sur des plateaux clairement identifiés avec des petites salles de soins externes, dans la mesure du possible de créer la SAMT qui a été créée au découpage analytique l'année dernière, bloc de soins externes et petite chirurgie, et de pouvoir déclarer le nombre d'UO de soins externes sur ce plateau technique. Si vos soins externes consomment des UO de bloc, d'un plateau de bloc général ou d'un plateau d'exploration fonctionnelle général et que vous ne pouvez pas détacher uniquement les coûts du soin externe, on vous a préconisé à ce moment-là de laisser l'ensemble des coûts sur les SAMT et de bien penser en onglet DA à déclarer vos UO de soins externes sur la ligne dédiée confère ce que Marie vous a montré tout à l'heure en disant on déclare les UO en onglet DA sur les SAMT avec différentes lignes de bénéficiaires et on a cette fameuse ligne consultation et soins externes. Donc là, on est bien sur du soin externe. Normalement, on doit conserver donc maintenant en consultation externe uniquement les consultations. Alors la frontière est un petit peu délicate puisqu'on sait qu'il peut y avoir des consultations avec des actes CCAM, mais vraiment on a, autant que faire se peut, on essaye de vous demander de faire ce distinguo et notamment sur tout ce qui est facturé sur des forfaits de soins externes, de bien l'analyser sur la partie plateau et pas la partie de consultation. Donc sur les consultations, de la même façon que sur les tableaux antérieurs, on a un tableau 1, c'est le 12.1, qui va parler des coûts unitaires des consultations.
Et donc, on va retrouver dans ce tableau, de la même façon, des charges nettes divisées par un nombre d'unités d'œuvre qui va donner un coût unitaire. Donc, les charges nettes, donc là, par définition, on n'a pas de charges suivies au séjour qui viennent se déduire, puisque les consultations n'ayant pas de séjour, on ne peut pas avoir de suivi au séjour. Donc, on va avoir uniquement les charges nettes ventilées en onglet 4, plus la quote-part de ventilation des coûts de LM issus de l'onglet 7 log, puisque en onglet 7 log, vous allez avoir déclaré des UO sur vos pharmacies, éventuellement génie biomédical, stérilisation peut-être un peu, et hygiène et vigilance qui vont venir donc imputer des coûts de LM sur les consultations. Et le coût unitaire se calcule avec le total, donc pareil que les SAMT tout à l'heure, on ne divise pas uniquement par des consultations externes, mais c'est bien le total des consultations que vous aurez déclarées. Donc si vous déclarez des consultations sur des MIG et des mairies, elles seront bien prises en compte dans le total du coût unitaire. Donc, de la même façon que sur les SAC et les SAMT, on a des tableaux qui suivent le tableau 12.1 qui vont vous permettre de connaître la décomposition, de retrouver la décomposition de vos coûts que vous avez imputés sur les consultations. Donc, les personnels, les charges médicales et puis les autres coûts, les LM plus autres coûts. Donc, en consultation, normalement, dans la mesure où ce ne sont pas des plateaux techniques, on attend essentiellement des coûts de personnel et éventuellement, bien sûr, un petit peu de coûts de consommables, puisque même en consultation, on a des petits consommables, on a des petits matériels qui sont utilisés. Mais qu'on ne s'attend pas à avoir des coûts importants de matériel sur ces sections. Donc là, je vous ai remis quelques copies écran, donc si on veut retrouver les éléments, les données vont être retrouvées, donc le nombre de consultations vont être issus de l'onglet DA et les différents coûts, dont les coûts de personnel en onglet ETP. Cette année s'ajoute un tableau par rapport à l'année dernière, un tableau 12.8, qui va permettre un contrôle de cohérence, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout vocation à fixer une règle, il n'a pas du tout vocation à avoir une colonne de référence pour que vous puissiez dire, oh là là, mais chez moi on consulte beaucoup, on est beaucoup plus que la référence, ou au contraire, on consulte beaucoup moins, les temps de consultation peuvent être variables selon les spécialités, mais on a quand même un tableau de contrôle supplémentaire cette année, le tableau 12.8, qui va ressortir le nombre de consultations par ETP et par catégorie d'ETP, de façon à ce que on puisse voir avec vous l'ordre de grandeur qui va être cohérent ou vraiment incohérent. C'est-à-dire que si j'ai, supposons que je consulte à peu près, mettons 200 jours par an, en moyenne, si on suppose que les consultations ne sont pas ouvertes le week-end, pas forcément ouvertes tout le temps, si j'ai 300 consultations au total par ETP et donc par an, ça veut dire que globalement, si je consulte 200 jours, j'ai des gens qui vont faire à peine plus d'une consultation par jour. Donc, est-ce que je ne me suis pas fourvoyée soit sur mon nombre de consultations, en n'ayant pas récupéré l'extraction correcte et en ayant récupéré qu'un type de consultation et pas la totalité des consultations, ou est-ce que en me fiant sur une extraction, peut-être sur un planning théorique de ventilation de personnel, je n'ai pas majoré les ETP de consultation et donc conduit à un coût de consultation incohérent, bon, c'est une chose, mais surtout ça veut dire que si vos ETP n'ont pas vraiment travaillé en consultation, ça veut dire que vous avez des ETP qui manquent sur les autres champs de l'étude, sur les autres sections de l'étude. Donc, il faut peut-être à ce moment-là revoir les ventilations au planning, notamment par rapport à des enquêtes terrain ou par rapport à d'autres extractions à récupérer pour récupérer ces éléments.
Donc, je le redis, la vocation n'était pas de fixer une référence qui soit un peu le goal de tout le monde. C'est vraiment juste d'avoir un contrôle de cohérence où, quand les consultations étaient un peu chères ou au contraire très faibles, on avait du mal à apprécier. Donc, souvent l'année dernière, quand on avait des valeurs extrêmes, on a refait ces calculs. Donc, il y a un tableau qui va les récupérer d'ores et déjà l'avenir à venir. À moins qu'il y ait des questions, notamment peut-être sur soins externes, consultation, mais on aura l'occasion de revenir dessus au webinaire 3, je passe sur un focus plus sur les établissements de dialyse, c'est-à-dire les établissements ne travaillant que les activités de dialyse. Donc, on voulait faire pour ces établissements un petit focus sur les logistiques, qui était de dire, attention, dans les établissements purement dialyse, on a souvent du personnel, on va dire peu de personnel administratif dédié à l'accueil dans les antennes, et on a souvent du personnel qui est peut-être du personnel, enfin, souvent PS, parfois PA, qui est un petit peu plus polyvalent. Et le fait d'avoir beaucoup insisté auprès des établissements pour la ventilation directe des coûts sur les SAMT, on a peut-être perdu parfois la vision de ce qui devait rester, enfin ce qui est de nature de service logistique, y compris sur les établissements de dialyse. Donc, je ne reviens pas sur notre règle qui est que en dialyse, le maximum des coûts, notamment des coûts de structure et des coûts de fonctionnement, doivent être ventilés sur les plateaux techniques de dialyse. Donc ça concerne bien la structure immobilière, que ça soit sous forme de loyer, de dotation, etc., qui ont vocation à être ventilés au maximum sur les plateaux techniques. C'est bien sûr toutes les consommations qui sont très importantes en dialyse, d'eau, d'énergie, de traitement de déchets, de traitement d'eau, etc., où on continue ce qu'on s'est toujours dit jusqu'à présent, c'est-à-dire toutes ces sections qui, par nature, iraient plutôt en LGG service hôtelier. Oui, on vous demande en tant qu'établissement de dialyse de les affecter au maximum de façon précise sur vos plateaux correspondant à vos antennes et à vos techniques. Toujours pareil, les PA qui sont en charge des livraisons entre les antennes, qui auraient plutôt tendance à rester sur aussi du service hôtelier ou peut-être de l'entretien maintenance selon les personnels concernés, mais normalement plutôt service hôtelier. Pareil, on vous demande de rester sur les sections, sur les SAMT, et de la même façon, tous les coûts d'entretien, mais ça c'est valable quels que soient les champs, tous les coûts d'entretien des équipements, on dit bien toujours la ventilation en logistique, soit génie biomédical, soit entretien maintenance, c'est une ventilation du coût de logistique, mais le matériel doit au maximum être ventilé sur les sections. Donc ça, je ne reviens pas dessus. Mais par contre, il n'empêche qu'il y a des fondamentaux qui doivent être conservés. C'est-à-dire que sur le génie biomédical, les coûts d'entretien des équipements vont sur les sections où sont ventilés les équipements. Par contre, si vous avez bien quelqu'un chez vous qui est un ingénieur biomède ou qui a cette fonction et qui est en charge de la supervision de l'ensemble du parc, l'ingénieur biomède reste bien ventilé sur la LGG, la LM, pardon, de génie biomédical. Et son coût sera réparti sur les différentes antennes selon les UO que vous déclarez en onglet 7. Donc, soit les valeurs brutes d'IMO si vous conservez l'UO préconisé, on a quelques établissements qui le font, soit le nombre de générateurs si vous jugez ce nombre de générateurs plus pertinent. De la même façon, on doit avoir des coûts normalement en hygiène et vigilance. Hygiène et vigilance, on a quand même des instances obligatoires qui existent quels que soient les établissements. On a des CLIN, on a des formations à l'hygiène et vigilance, etc., qui doivent être tenues. Donc, normalement, on doit retrouver cette LM d'hygiène et vigilance dans vos établissements. La stérilisation, bien sûr, celle-ci est beaucoup plus rare en dialyse, puisque vous utilisez du usage unique et que vous ne stérilisez pas
à ma connaissance, on n'a aucun établissement de dialyse qui a de la stérilisation. Sur les logistiques, donc la règle est la même. Donc j'insiste peut-être sur les deux logistiques qui portent peut-être le plus de questions. Donc, on doit avoir normalement de la logistique AGM, puisqu'on a bien, même si ce sont les IDE qui accueillent dans les antennes, qui se chargent de cette mise à jour du dossier administratif du patient, qui est forcément plus ponctuelle que dans un établissement MCO classique où on a un patient, un dossier. Donc, on sait que chez vous, le nombre de dossiers est forcément plus faible, vu la récurrence des patients, mais il n'empêche qu'il y a quand même des choses administratives sur vos dossiers. Il y a des mises à jour, il y a est-ce que la mutuelle est toujours la bonne, est-ce que les droits sont toujours ouverts, est-ce que... on a forcément tout ce type de choses, même sur les patients récurrents, et puis on a également ce type de travaux sur les patients de passage, notamment sur les lieux un peu touristiques, où on va avoir des gens pendant des périodes très courtes, où justement on va devoir gérer leur dossier administratif pour un nombre restreint de séances, puisqu'ils vont peut-être être dans notre secteur sur 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Donc il est important de garder ces charges d'AGM. Donc je le répète, on attend surtout en AGM essentiellement les charges de PA des personnels administratifs qui vont être en charge de la constitution, de la mise à jour et du suivi du dossier administratif. Et sur le service hôtelier, bien qu'on ventile au maximum de choses sur les différentes antennes, on doit retrouver en service hôtelier notamment les coûts, et notamment les coûts des sièges, puisqu'il y a forcément, il y a toujours l'unité qui accueille les services administratifs ou le siège des différentes antennes, et donc là, on doit retrouver normalement les coûts de fonctionnement de ces antennes, y compris énergie, eau, électricité, puisque les sièges vont être aussi consommateurs. Je vais passer sur les tableaux 7 dédiés à l'activité de dialyse s'il n'y a pas de questions là-dessus. N'hésitez pas à revenir vers vos superviseurs si vous avez des problématiques de ventilation de personnel. On pourra vous suggérer des choses parce qu'on est conscient comme vous que du coup, ça peut vous faire découper des personnes en appréciant une quote-part de temps de travail consacré à un temps administratif. Sur les activités de dialyse, on a sur les activités de dialyse le même tableau 6 que sur les autres SAMT qu'a expliqué Marie tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va retrouver le tableau 6.1 où on aura un coût unitaire du plateau technique que vous aurez déclaré. Et on a le tableau 6.4 qui fait la comparaison entre les UO que vous aurez déclarés dans votre fichier Aramis et les UO que vous aurez déclarés sur la ligne patient hospitalisé MCO dans votre classeur Arcane. Donc, particularité des établissements de dialyse, vous n'utilisez pas le haut préconisé d'ICR sur les plateaux de dialyse, mais vous utilisez la séance. Et normalement, vos UO produits doivent être plutôt vos UO réalisés, puisqu'on voit normalement, il ne devrait pas y avoir de problématique de séjour à cheval. Alors, de problématiques de séjour à cheval, on n'en a pas certaines, évidemment, mais on s'en est rendu compte, avoir quelques problématiques de césure quand même. Donc, le premier tableau qu'on va regarder, ça va être le tableau 6.4.1, où on va avoir vos données dans Arcane et vos données dans Aramis. On sait que selon le fichier 2 et selon ce qui a été remonté au PMSI, vous êtes parfois contraint dans ce que vous renseignez en fichier 2, parce que si vous ne renseignez pas au fichier 2 ce qui a été remonté au PMSI, vous ne pouvez pas passer votre fichier 2. Donc, il peut y avoir des écarts entre le nombre de séances déclarées en onglet DA et le nombre de séances du fichier 2. Donc, on s'est rendu compte qu'on peut avoir des écarts, notamment si vous avez réalisé des séances et que, facturant à la quinzaine, vous avez été amené
à ne pas pouvoir avoir dans votre PMSI des séances qui ont pour le coup quand même été facturées. Donc ça, c'est juste, il faut bien les déclarer en onglet DA, puisqu'elles ont bien été réalisées, vous avez bien supporté les charges sur l'exercice. Donc pour le calcul du coût unitaire de votre séance dans la SAMT concernée, il faut bien qu'on ait la totalité des UO produits. Mais il faudra pouvoir l'expliquer à votre superviseur en indiquant, ben voilà, j'avais 15 séances réalisées entre le 28 et le 30 et le 28 et le 30 ont été facturées sur la quinzaine de l'exercice suivant, donc je n'ai pas pu les renseigner. On a encore quelques cas, alors on va voir cette année si c'est encore le cas, de séances surnuméraires au PMSI du fait, alors je vais appeler ça des problèmes ou des particularités de logiciels de facturation, avec des logiciels de facturation déversant au PMSI des séances qui ne correspondent pas à des séances. Donc les cas qu'on a pu rencontrer, ça a été les suppléments forfaits de tierces personnes, qui parfois au PMSI sont décomptés comme des séances alors que c'est juste un forfait additionnel, ou des forfaits de transport. Alors, au fur et à mesure du temps, quand on l'a détecté, quand on a analysé, on a des établissements qui ont pu corriger la donne, mais ce n'est pas forcément évident. Donc, on vous invite à poursuivre ces analyses et à voir avec vos éditeurs de logiciels ce qui pêche dans le logiciel ou dans la façon d'utiliser qui crée ce bug dans le PMSI. Ensuite, on doit s'assurer que le fichier 2 est cohérent avec les valeurs du PMSI. Donc pour ça, on a les tableaux 7.1 qui vont reprendre les séances présentes au RSFB, donc dans votre PMSI, et les séances qui sont présentes dans votre fichier 2. Ce tableau est en deux parties, avec trois parties. Il y a le total et il y a l'écart sur les factures ou les séjours simple forfait et les factures ou les séjours multi-forfait. Donc là, pareil, bien souvent, vous ne pouvez pas bouger votre fichier 2 puisque votre fichier 2 il est lié à votre facturation et à ce qui a été envoyé au PMSI. Par contre, s'il y a des écarts, il faut que vous puissiez les analyser et les contrôler. Donc, on a analysé jusque-là différents motifs d'écart. Donc, l'écart le plus classique, c'est des séances qui sont codées au PMSI, mais qui ne sont pas prises en charge par la CPAM. Donc, du coup, la séance est au PMSI, mais le PMSI la compte pour 0. Et vous, c'est une séance réalisée qui a bien été facturée. Il se trouve que la facture n'est pas à la CPAM, mais à soit un organisme étranger, soit directement au patient étranger, mais vous avez bien une facture. Donc, il est logique que vous ayez plus de séances que le PMSI, mais il faut l'expliquer. Après, il peut y avoir encore des bugs qu'on a pu retrouver. Alors, avec, par exemple, des problématiques avoir refacturation qui ne s'annule pas, donc le PMSI va compter deux fois des zéros là où vous comptez une seule fois des factures. On a eu des établissements qui vont avoir des séances codées comme étant des séances réalisées au moment des consultations réalisées au moment de la séance, mais en fait avec une consultation réalisée le lendemain. Et donc, du coup, ça déclenche une séance supplémentaire. Donc là, c'est également à analyser, à expliquer à votre superviseur. Et puis, pareil que tout à l'heure, les forfaits additionnels qui peuvent générer parfois des séances erronées au PMSI. Ensuite, donc là, c'était le premier tableau, contrôler que les séances que l'on a dans le fichier 2, si on a des écarts avec le PMSI, on est capable de les analyser et de les expliquer, et surtout de garantir au superviseur que donc les séances en fichier 2 sont correctes, enfin que les séances déclarées en onglet DA qu'on a comparé avec le fichier 2 sont bien correctes pour le calcul du coût unitaire. Ensuite, on a la logique de cohérence entre la technique que l'on a, sur lesquelles on a imputé la séance par rapport au forfait qui a été facturé ou au GHS qui a été facturé lors de la séance. Puisque le fichier 2 envoie un nombre de séances sur une SAMT
et c'est le PMSI qui retrouve quel type de séance avait été facturé et envoyé au PMSI. Donc, les écarts qu'on va avoir dans les tableaux 7.2, on a deux tableaux 7.2, un tableau simple forfait, un tableau multiforfait. Et les écarts qui vont ressortir, donc l'écart total en nombre de séances n'est plus à expliquer puisque c'est le même écart total qu'on avait en tableau 7.1. Ce qui est vraiment à analyser dans les tableaux 7.2, c'est de regarder les cas où on a dans le tableau un à justifier ou à corriger qui indique qu'on a envoyé sur une technique de SAMT un forfait qui ne relevait pas de cette technique-là. Donc, on sait que pour les établissements de dialyse, on a un seuil de tolérance, c'est-à-dire que quand on a un très faible nombre de séances, la norme a été fixée jusqu'à présent à 30 séances. Si on a un nombre faible de séances ne permettant pas de suivre de façon assez rigoureuse un plateau technique, on peut admettre que ces séances soient imputées soit sur la SAMT de l'antenne, en disant bah, de toute façon ça a été réalisé à cet endroit-là, soit sur une technique approchante selon là où vous ventilez correctement les coûts de ces séances. Donc là, on a sorti quelques exemples assez bateaux où on a du centre lourd qui a de la transfusion, donc c'est normal, où on a, je ne sais plus, là, du multiforfait qui tombe sur un centre lourd. Donc, on est sur une nature GHS qui est correcte, mais on peut avoir, alors les exemples les plus fréquents, ça va être les DPA, DPCA, où on a des forfaits minorés qui sont en très faible nombre et on les met sur la technique majeure, etc. Ensuite, l'autre tableau de contrôle que l'on va avoir, c'est le tableau 7.3 qui va permettre de voir où on suit les choses au séjour. Donc, ça permet de vérifier sur quelle antenne est votre suivi au séjour du fichier 7 et puis de regarder quelle catégorie vous suivez, enfin, sur quelle SAMT vous avez le maximum de suivi. L'objectif en dialyse, ça serait vraiment qu'on arrive à avoir un suivi important sur toutes les techniques, alors qu'on sait qu'actuellement, vous vous servez tous beaucoup des dispenssations à domicile pour atteindre les taux de suivi attendus. Toujours dans Là, juste remets-toi sur la diapo d'avant. Il faudra qu'on corrige parce qu'on a mis dégradation entre N et N-1. En fait, au contraire, il y a une amélioration du suivi au séjour, puisqu'on passe de 524 à 679. Oui. Ouais. Autre tableau, donc on a un tableau 7.4 qui permet, là c'est juste un tableau, donc on a un tableau à peu près équivalent sur les établissements MCO classiques qui nous ressort les montants mini, moyenne, max de ce qui est suivi au séjour. Donc c'est une alerte en gros sur la linéarité des affectations de charges. Puisque là, si vous affectez exactement le même montant à toutes les séances dans ce que vous suivez, ben, ça va ressortir et ça va ressortir en jaune sur ce tableau-là. À moins qu'il n'y ait des questions, on va passer sur les tableaux des coûts moyens de GHM. Il n'y a pas de questions sur la dialyse, mais on peut laisser aussi peut-être 2 secondes pour que si des établissements de dialyse sont présents là au webinaire, vous puissiez poser vos questions si vous en avez. C'est important parce que c'est vrai qu'il y a quand même des particularités. Donc, si vous aviez des questions dédiées en fait à la dialyse, n'hésitez pas à les poser là. OK, Pas de questions. pas de questions. Donc, on arrive maintenant sur la toute finalité de l'ENC, puisque c'est quand même globalement de connaître vos coûts moyens de GHM. Donc là, on a choisi de ne vous présenter que les tableaux de contrôle 11, les plus simples à récupérer, les plus simples à revoir. On insistera peut-être un petit peu plus sur les tableaux plus détaillés sur le prochain webinaire
où on utilisera d'autres informations. Donc, les tableaux 11 sont les tableaux qui vont présenter les données de vos GHM. On a donc, les tableaux que vous allez récupérer, ça va être donc dans le tableau 11.1, les GHM hospitalisés. Attention, ça n'est pas la totalité de vos GHM, ne sont présents que les GHM d'au moins 30 séjours, ayant au moins 30 occurrences, et vous avez un classement avec 2 rangs de classement. Le rang 1 qui va reprendre le classement des GHM les plus coûteux, et le rang 2 qui va reprendre le classement des GHM les plus nombreux. Donc, on peut très bien être classé rang 1 sur les plus nombreux, mais être sur ce même GHM, rang 10 ou rang 15, par rapport au total de coûts que représente le GHM. Donc, l'objectif de ce tableau, c'est de voir les GHM qui représentent donc le poids le plus important et ou le nombre de séjours le plus important, et de regarder leurs évolutions entre n et n-1 et leurs écarts par rapport à la référence ENC. Il va y avoir une identification dans les commentaires en ATP à réaliser sur les GHM présentant des écarts de plus ou moins 50%, soit par rapport à n-1, soit par rapport à la référence. On a la même chose avec les GHM séances. Et donc, sur les GHM, pardon, il me manque, bon, je ferai les DMS après. Sur les GHM séances, on va être sur le tableau 11.3. On était en GHM hospitalisation en 11.1, GHM séance en 11.3. Je reviendrai sur ce diapo après. Sur le GHM, sur les GHM hospit, vous avez, donc on a vu le 11.1 qui va surligner en jaune les écarts significatifs. Donc de la même façon, les atypies, donc les écarts de plus ou moins 50% vont être en orange, et les atypies qui résultent alors c'est pas 40-50 comme on avait sur les SAC et les SAMT, c'est entre 30 et 50%, eux vont être en jaune. On a également pour les séjours hospitalisés un tableau de contrôle 11.2 qui va reprendre les DMS de réanimation avec un écart entre la DMS que vous avez entre n et n-1 et la DMS de la référence. Ça va être très utile pour vous, pour votre analyse de coûts, pour pouvoir identifier si potentiellement vous avez des séjours plus lourds ou moins lourds que la référence qui peuvent expliquer une partie de vos atypies. Donc, pour analyser vos atypies, on a vu sur les SAC et les SAMT qu'on avait une décomposition par type de charge. On avait le personnel, les charges médicales et les autres charges. Selon le même principe sur les GHM, on va avoir cette fois-ci une décomposition entre les différentes natures, entre les différents postes de charge. Donc, on va avoir le coût qui va être décomposé. Donc là, on vous a pris un exemple. Donc, ces coûts sont pour les tableaux 11.1 des GHM Hospit, on part sur les tableaux 11.4 de décomposition des coûts. Et le 11.4, le plus intéressant pour nous va être la décomposition en montant. Donc, on va avoir la décomposition du coût moyen qui va être répartie entre les charges directes, les charges cliniques, les charges de SAMT et les charges de logistique et les honoraires. Pardon, j'ai oublié un. Donc, on a un GHM
on vous a pris un exemple ici, on a un GHM qui a augmenté de 5 881 € entre N et N-1, et l'évolution porte grandement sur les charges directes, un petit peu sur les charges cliniques et un petit peu sur les SAMT et en dernier recours sur les logistiques. Donc là, l'analyse qu'on attend de vous, c'est si ce GHM était en atypie et qu'on se demande pourquoi il avait autant augmenté, on ne va pas s'attendre seulement à ce que vous nous disiez c'est les charges directes qui ont augmenté. Vous, comme nous, on le voit, on a un tableau qui nous le dit. On a besoin que vous nous disiez je suis sûr des données de mon fichier 7, je suis sûr des données de mes charges directes et j'explique mon augmentation parce que j'ai eu sur 50 séjours, j'en ai eu 30 qui ont eu tel truc très très cher, ou au contraire, j'ai eu, maintenant on utilise telle référence qui est beaucoup plus chère, ou on a beaucoup utilisé telle, voilà. C'est vous qui allez nous dire ce qu'il y a dans votre fichier qui explique l'augmentation. Donc, on ne s'attend pas dans vos réponses à ce que vous nous disiez c'est les charges directes qui augmentent. Vous, comme nous, on voit dans le tableau que ce sont les charges directes qui augmentent. On a besoin que vous puissiez aller plus loin dans vos informations pour dire je suis sûr des données que j'ai renseignées, je suis sûr de ma ventilation de phase 3, je suis sûr de mon fichier 7 et mes charges directes, elles augmentent parce que mes prises en charge sont différentes, parce que ma façon de travailler est différente, parce que certains produits ont augmenté. Voilà. Sur les charges des sacs, donc de la même façon, vous allez pouvoir utiliser les informations du tableau 11.2 qui va vous parler de la DMS. Donc effectivement, si vous avez une DMS qui va augmenter, vous allez peut-être pouvoir nous la commenter en disant, en fait, avant on avait une structure d'aval qui nous permet de sortir les patients plus vite et maintenant on l'a plus, ou maintenant on a récupéré des patients plus lourds. Donc, on a des gens qu'on garde un peu plus longtemps, ou on a un nouveau praticien qui est connu, mais du coup qui récupère des patients plus lourds, donc ça augmente notre DMS. Et puis, au travers de votre parcours patient, vous allez pouvoir aussi regarder si vos coûts de sac étaient en atypie et peuvent justifier des choses. Ça m'amène à vous dire aussi, par rapport au webinaire 1 où on avait parlé du découpage analytique, c'est important que la SAC que vous ayez paramétrée soit au maximum cohérente et c'est tout la dualité de la robustesse sur la finesse, c'est-à-dire que plus vous avez un coût de sac fin, plus vous allez pouvoir tenir compte dans vos coûts journaliers de sac des particularités de certaines prises en charge et être fin dans votre valeur de référence. Moins vous allez pouvoir le faire, plus peut-être vos coûts un peu agglomérés de sacs mutualisés peuvent vous conduire à avoir des coûts ou plus faibles ou plus forts que la référence sur votre parcours. Donc là, c'est un petit peu la dualité du découpage. Et cette dualité du découpage, on la compense quelque part avec plus on a d'unités mutualisées, parce qu'on est contraint par l'organisation, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne et qu'on ne peut pas découper les choses de façon précise à l'infini. À ce moment-là, il faut bien travailler sur votre suivi au séjour de façon à ce que ça soit votre suivi au séjour qui soit discriminant et que les particularités des prises en charge soient au maximum prises en compte dans vos données du fichier 7. Donc là, on a un tableau 11.4, donc on a une variation NN-1, donc on vous a pris un exemple où de façon assez évidente, c'était les charges directes qui causaient l'augmentation par rapport à l'année dernière. Il n'empêche donc aussi qu'on a une hausse sur les SAMT qui va être significative, donc on peut aussi aller contrôler les données du fichier 3 et du fichier 4. Là, il se trouvait aussi que donc, on a le tableau 11.4.1 qui nous parle de N-1, le 11.4.4 qui nous parle de la référence, et sur cet exemple en l'occurrence, mais c'est vraiment l'exemple qu'on a ressorti, on avait aussi l'écart à la référence qui était aussi sur les charges directes. Donc là, on peut penser que ça peut orienter sur une modification des pratiques.
Alors, je reviens un tout petit peu sur le tableau 11.3 des séances. On va avoir exactement la même chose sur les variations nn-1 et les variations à la référence et la décomposition, qui vont être non pas sur les tableaux 11.4, mais sur les tableaux 11.5. Mais c'est exactement le même principe. Pardon, donc sur les coûts décomposés, là, on l'a fait sur les 11.5. Donc le 11.5.1, on a la même chose. Donc là, on est parti sur des séances de préparation qui, au contraire, ont baissé en coût, et on voit qu'on a une baisse qui est plutôt sur les SAMT, puisque pour une baisse de coût de 575 €, on a une baisse sur les SAMT de 433. Et donc là, il faut que l'établissement aille voir. Est-ce qu'on était trop cher l'année dernière et qu'on, pour une raison ou pour une autre, et qu'on a corrigé les informations, ou est-ce qu'on s'est fourvoyé dans les données du fichier 3 en comptant pas assez de duo sur ces préparations, ou est-ce qu'on a un coût unitaire de la SAMT qui n'est pas correct? Donc là, c'est vraiment toute l'analyse qu'il faut faire, c'est l'analyse du parcours, quel SAMT est concerné, est-ce que je suis sûr de mes données en fichier 3, et je remonte à mon coût unitaire de la SAMT, est-ce que mon coût unitaire de la SAMT est conforme? Et de la même façon sur le parcours patient, donc là on voit qu'à l'inverse, on a des séances de préparation à l'irradiation qui sont beaucoup plus coûteuses que la référence du fait des SAMT. Donc pareil, on remonte sur la SAMT, est-ce que c'est le parcours qui n'est pas bon, est-ce que c'est le nombre d'UO, ou est-ce que c'est le coût unitaire de mes UO qui sont incohérentes. Donc voilà ce sur quoi on voulait insister. Souvent, les tableaux 11 sont regardés un peu tardivement. Alors, effectivement, en V1, c'est peut-être pas ce sur quoi il faut se focaliser, mais les tableaux 11 peuvent mettre en exergue des insuffisances de fichier 3, des incohérences de fichier 3 ou 4, des montants erronés en fichier 7. Donc, ça vaut quand même le coup de commencer à aller regarder les plus importantes atypies pour peut-être remonter au parcours ou aux atypies de section pour s'assurer que les données des différents fichiers sont exactes. Allez, je reprends du coup la parole pour vous présenter en fait ce qu'on attend de vous sur Visual ENC. Donc, Visual ENC, tu peux passer peut-être la diapo d'après. Donc, Visual ENC, c'est un outil qui est à votre disposition en téléchargement dans l'espace de téléchargement en même temps que vos logiciels Arcane et Aramis. Et du coup, va vous permettre cet outil de visualiser les séjours sur lesquels portent les atypies et du coup pouvoir réaliser vos corrections dans les logiciels Arcane Aramis en conséquence. En fait, cet outil va s'utiliser à chaque traitement dès la V1. Il faudra simplement en prérequis que vous ayez des données Arcane et Aramis déposées sur la plateforme IENC et que vous ayez commandé votre traitement, donc que vous ayez finalement vos TDC sous les yeux. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser, faire tourner le petit logiciel Visual ENC. Vous devez, pour pouvoir le faire tourner, avoir sous la main vos archives PMSI, puisqu'il va falloir que vous ayez le chemin à réindiquer sur vos archives PMSI de votre M12. Et vous avez évidemment une nécessité d'avoir un compte plage et avec le rôle qui va bien pour pouvoir traiter ces données. Quand vous avez plusieurs ENC, soit plusieurs finesses, soit plusieurs champs, il faudra à chaque fois que vous réidentifiez avec vos informations de chaque traitement. Puisque comme l'écran vous est présenté là, vous allez indiquer le finesse. Donc effectivement, à chaque finesse, il va falloir rentrer le bon. Il va falloir indiquer le statut et le champ. Donc, quand on est dans le champ MCO, on indique MCO, et si on est en multichamp SSR, il va falloir refaire la même opération avec le SSR,
Et c'est bien obligé puisque vous allez donner aussi le chemin de votre PMSI. Du coup, le PMSI, il est par champ. Et vous allez du coup indiquer sur cet écran aussi l'endroit, le dossier dans lequel vous voulez que soit placé le résultat qui va être un fichier zip, du coup sur la diapo d'après. Donc ce fichier zip, il est donc stocké à l'emplacement que vous avez désigné dans l'écran précédent. Il va avoir dedans la base de coûts. Donc votre base de coûts MCO va être ici. Il va y avoir, pour ceux qui ont effectivement de la radiofréquence, les actes de radiofréquence par séjour, les oméga par séjour en réanimation, pour ceux qui ont de la réanimation. Et il va y avoir l'ensemble des fichiers en atypie. Donc, ce sont les fichiers 4 en MCO et les fichiers 7 en dialyse qui vont être ici détaillés, un fichier par TDC. Donc, à chaque TDC dans lequel vous avez des anomalies qui sont repérées du coup par un code couleur, vous allez avoir la liste des séjours qui sont concernés par cette atypie ou anomalie. Donc, on a un outil là qui est vraiment très très bien, très utile. Il faut l'utiliser dès la V1. C'est-à-dire qu'en V1, quand vous faites votre ton de contrôle et que vous voyez que dans vos TDC4, vous avez des cellules oranges, eh bien, il faut tout de suite aller voir dans Visual ENC quels sont les séjours concernés pour pouvoir les corriger. Ah, évidemment, si c'est en V2, tant pis, mais disons que dès la V1, vous pouvez le faire, et donc c'est utile de le faire pour avoir les meilleures données possibles dès la V1. Voilà ce qu'on voulait vous dire en fait hein, sur ce visual ENC. Et bah, du coup, est-ce que vous avez des questions? Alors même sur ce qui précède, hein, parce qu'on n'a pas fait de pause là sur les GME. Est-ce que vous avez des questions sur les GHM, pardon? Est-ce que vous avez des questions sur les GHM? Est-ce que vous avez des questions sur Visual ENC aussi? Alors, moi, j'ajoute juste sur Visual ENC, j'insiste sur le fait que vous avez directement les séjours, c'est-à-dire que c'est même pas des séjours anonymisés. Donc, vous pouvez retrouver facilement les séjours, vous pouvez aller travailler je sais pas, avec une team, avec une facturière, avec voilà, il n'y a pas de manipulation compliquée à faire. Par contre, donc comme le disait Marie, il n'y a que vous qui récupérez ça. Nous, c'est des fichiers qui vous sont propres pour vos analyses. Autant tous les tableaux de contrôle, on les voit, autant votre classeur Arcane, on le récupère, autant Visual ENC, dans la mesure où il y a des séjours, nous, on n'a aucun moyen d'accès dessus. Olivier, je vous laisserai peut-être répondre à la question. Je ne sais pas si vous la voyez, vous. Il y a une question sur Visual ENC, parce qu'effectivement, pour les multi-champs, multi-finesses, donc là, on parle de dialyse qui est en multi-champ, du coup, avec de l'HAD. Est-ce qu'il y a eu une correction? Parce que sur Visual ENC, c'était impossible en fait de récupérer les fichiers pour ces établissements-là. Eh bien, aucune idée, en toute honnêteté. Donc, je vais prendre la question et je vais y répondre ultérieurement parce que je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu des corrections qui ont été faites sur ce point-là. Écoutez, je prends la question et puis la personne qui pose la question, on va lui répondre. Voilà, on va essayer de lui répondre rapidement. Mais effectivement, je ne sais pas. Ça marche très bien en revanche hein, sur les multichamps purs, hein, c'est-à-dire que Ouais. effectivement on peut tout à fait récupérer toutes les atypies du MCO quand on se connecte sur donc Visual ENC en indiquant bien qu'on est sur le champ MCO et en mettant en fait le chemin d'accès du PMSI MCO. Et dans ces conditions, on récupère bien les atypies MCO de l'établissement Oui, et tout à fait. après, on refait l'opération en mettant le champ SSR avec le chemin du SSR et on obtient bien les atypies du SSR. Donc ça marche très bien. Et ça marche pas pour la dialyse, c'est Ça ça? marche pas sur les multifinesses du même champ, en fait. Qui finissent du même champ. Ils sont en même temps
Les avec un autre établissements choix. Dialyse disent aussi que les tableaux, les tableaux 7 sont disponibles tardivement sur Visual. Donc c'est peut-être aussi lié, je sais pas. Bon, en tout cas, à voir, c'est vrai que ça, faut Oui, se on va creuser vous parce que répondre, vous inquiétez pas, on va vous répondre, Madame Lambert, on va vous répondre, parce que voilà, de toute façon, il faut qu'on trouve la réponse. Donc oui, je le note, on vous répondra, Madame Lambert. parfait. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de... Ah si, dialyse plus HAD et multifinesse en même temps, Oui, c'est ça. comme pour le logiciel Aramis Web, bien sûr. Ah ouais, en cours de correction aujourd'hui. Ok, bon, bah c'est tout à fait ça. Bah, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut clôturer ce module 2. En vous remerciant à la fois Marie et Nathalie pour l'animation de c'est toujours très intéressant, il y a plein d'informations. Côté côté ATIH, on va donc